Nouvelle session d'information sur Eden Télévision. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Conférence de presse du garde des Sceaux, ministre de la Justice ce mardi à Porto-Novo. Joseph Diaobénou a évoqué la bonne ambiance de travail entre l'exécutif et le Parlement. L'opération de déguerpissement des abords immédiats des écoles et collèges est aussi effective dans le département de l'Atlantique. Dans cette édition, vous suivrez les réactions des populations de Calavi, Godomé et autres à propos de cette opération. Et puis aussi le continent, Simone Gbagbo, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, a refusé de comparaître ce mardi à son procès à Abidjan pour crime contre l'humanité. Ce sont là les grandes articulations de Eden Info. Bienvenue à tous, les détails dans un instant. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. On ouvre cette édition par les activités à l'Assemblée nationale. Les députés ont achevé mardi l'atelier de formation et d'information sur l'appropriation du contenu du projet de budget de l'État gestion 2017. 4 communications ont été développées au cours de la deuxième journée hier mardi. Voici le point avec Amendide Ongpenouji et Romaric Devouchi. Au total, 4 communications développées sur des thèmes aussi divers que variés. Présentation et analyse du point d'exécution au 30 juin 2016 du budget de l'État gestion 2016, cadrage macroéconomique et pertinence des prévisions budgétaires 2017, analyse transversale du budget de l'État gestion 2017, coloration ODD et présentation et analyse des dispositions fiscales contenues dans le projet de loi de finances gestion 2017. Des communications qui ont permis aux honorables députés de voir clair dans les grandes lignes de ce projet de loi de finances gestion 2017. L'économie nigériane est en récession à cause de la chute des cours du pétrole. Le taux de croissance économique du Nigeria ressortirait à moins 1,8% au premier semestre de l'année 2016 contre une prévision initiale de 2,3%. Le Naira s'inscrit dans une tendance baissière par rapport au franc CFA. Et ce que nous pouvons déplorer à ce niveau, c'est que notre gouvernement n'a pas encore cerné l'impact de la politique monétaire du Nigeria sur l'économie béninoise. En ce qui concerne particulièrement l'environnement économique national, au Bénin, la croissance économique ressortirait à 5% en 2016 contre une prévision initiale de 5,8% en lien avec l'évolution de la conjoncture au plan national et sous-régional, notamment au Nigeria. Les députés sont intervenus par la suite pour des éclairages en vue de mieux comprendre des rubriques de ce projet de budget 2017. Les recettes budgétisées, par exemple, à fin septembre 2016, si elles n'ont pas atteint un niveau donné, est-ce qu'il y a des pénalités? Est-ce qu'il y a des dispositions auxquelles le gouvernement peut se voir confronté de la part du législatif? Sinon, quel intérêt cela à ce que cela soit présenté dans le cadre donc, de l'étude du budget général? C'est que les prévisions budgétaires pour la gestion 2017 montrent une réduction des dépenses ordinaires et une augmentation des dépenses en capital. Est-ce que le gouvernement pourra-t-il avoir les moyens de sa politique pour atteindre les taux d'exécution significatifs des dépenses en capital? La ristourne à l'exportation, qu'on reconnaisse les communautés locales qui ont contribué à cette exportation en y octroyant une certaine ristourne. Je veux qu'on insère ici une taxe à l'exportation des produits de karité en particulier, puisque c'est ça qui est connu. Si on devait parler de néré encore, c'était encore mieux. Mais les deux produits sauvages, apparemment sauvages en ce moment, le néré, le karité, qu'on crée une ristourne pour les communautés locales qui participent à leur entretien et à leur collecte. L'atelier sur l'appropriation du contenu de la loi de finances 2017 a pris fin sur une note de satisfaction générale et permet aux députés d'aborder l'étude du budget avec une connaissance avérée des lignes budgétaires prévues.
On reste à Porto-Novo. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Joseph Diaobénou, était ce mardi face à la presse au nouveau siège de son ministère dans la ville capitale. Il a abordé des sujets relatifs à l'ambiance, à la bonne ambiance de travail entre l'exécutif et le Parlement. Le point avec nos reporters à l'Assemblée nationale, Amendide Ompenoudi et Romaric Devoshi. Ministère à Porto-Novo, le professeur Joseph Diaobénou a réaffirmé que le siège du ministère de la Justice se retrouve à Porto-Novo et cette volonté va se perpétuer grâce aux fils et filles de Porto-Novo. Peut-être faut-il profiter de l'occasion pour dire non pas aux Porto-Noviennes et aux Porto-Noviens, parce qu'en réalité, il n'y a que des citoyens béninois résidant à Porto-Novo. Donc à ces citoyens et à ces citoyennes du Bénin résidant à Porto-Novo, que travailler à Porto-Novo ne dépend pas fondamentalement des institutions, que siéger à Porto-Novo dépend de ces citoyennes, de ces citoyens, de nos compatriotes qui résident à Porto-Novo, dont sans doute, et je l'espère vivement, les actes accomplis, les comportements feront en sorte que d'autres citoyens du Bénin voudront bien rester à Porto-Novo et travailler. Maître Joseph Diaobénou annonce que le tribunal de commerce de Cotonou et la cour d'appel de commerce de Porto-Novo seront installés sous peu. Cette loi a fait évoluer considérablement notre environnement judiciaire au plan des activités économiques en créant 3 tribunaux de commerce. Le tribunal de commerce de Cotonou est créé, le tribunal de commerce d'Abomey, le tribunal de commerce de Parakou. Et puis, en créant 3 cours d'appel de commerce. La cour d'appel de commerce de Porto-Novo, nous y sommes encore, la cour d'appel de commerce de Parakou et la cour d'appel de commerce d'Abomey. Lors de sa prochaine réunion, le Conseil des ministres appréciera les décrets d'application de cette loi qui a été promulguée. Et donc nous allons bientôt installer le tribunal de commerce de Cotonou, la loi l'exige, et la cour d'appel de commerce de Porto-Novo, la loi l'exige, dans la première année de promulgation de la loi étant promulguée, et nous avons pris les dispositions pour que très rapidement, ces 2 juridictions soient effectives. Le ministre de la Justice a évoqué la coopération fraternelle qui existe entre le Parlement béninois et l'exécutif, ce qui donne le vote d'un certain nombre de textes de loi importants pour le développement du Bénin. Alors, cette conférence est aussi l'occasion pour faire le point, le bilan sur la fertile et fructueuse coopération législative entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Pas d'expérience énorme en matière gouvernementale, encore moins en matière parlementaire. Mais il me semble qu'on recherchera pour longtemps une époque pendant laquelle les relations auront été aussi intenses, non pas seulement intenses, mais fructueuses, mais fertiles. La 3e fille parmi les jumelles, c'est la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé, dont nous avons les échos plutôt favorables. Et l'on a raison d'applaudir l'adoption de cette loi. Et l'on a raison d'attendre la promulgation de cette loi. Au moment où je vous parle, cette loi est promulguée. Et l'on a raison de s'attendre à ce que les décrets d'application soient effectifs. Oui, les décrets d'application seront effectifs. Nous avons déjà préparé les avant-projets. Les journalistes sont intervenus pour des clarifications auxquelles le professeur Joseph Diaobénou, ministre de la Justice, a répondu en rassurant la presse béninoise que tout est sur la bonne voie pour parfaire la coopération entre l'Assemblée nationale et l'exécutif.
La décision préfectorale de déguerpissement des abords immédiats des écoles prises à la veille de la rentrée scolaire est aussi mise en exécution dans le département de l'Atlantique. Ainsi, tous les kiosques et diverses baraques qui longeaient il y a peu les clôtures de ces écoles ont été déguerpis. Que pensent certains citoyens de Godomé et Calavi de la dite opération? Suivant leur avis à travers ce micro-trottoir. Cette décision du gouvernement, bon, pour ma part, malgré que ça fait mal, bon, c'est une bonne décision parce que je crois savoir que c'est une loi qui devait être appliquée depuis longtemps, qui ne l'a pas été, pour qu'au moins aux alentours des écoles, les écoles soient bien visibles et qu'il n'y ait pas des dérangements. Bon, sauf que bon, il fallait donner du temps à ceux qui avaient occupé les lieux pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions et partir. Bon, par exemple, de mon côté, ils étaient arrivés la veille à 17h et on dit à 8h, le gradin viendra. Bon, il a fallu que la nuit, on a essayé de tout déménager. Comme il y a les boutiques ici, mais maintenant, ça protège aussi les enfants. Vous voyez, non, maintenant, lorsqu'on a cassé toutes les boutiques maintenant, là, la voie sont ouvertes. Même s'ils sont en train d'étudier, ils vont en train de voir, même les voir ce qui se passe, même si une moto passe comme ça, là, ils vont regarder ça. Maintenant, nous qu'est-ce que nous maintenant nous sommes en train de faire ici? Et ça va déranger les élèves. Moi, je vois que ça là, c'est une mauvaise décision que notre gouvernement a prise. La décision qu'ils ont prise là, moi je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Ils ont enlevé les gens sur le bord de la voie. Maintenant, comment ils vont faire pour notre sécurité? Ils ont fait ça. Et ils ont enlevé les gens. Et la sécurité, comment on va faire? Vous avez vu, en temps, comment dirais, à Messebo, autour de tout choses là, ils ont tout renvoyé de gens, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont rien fait. Si c'est comme ça, mais c'est pas bon. Mais s'ils vont casser les gens et refaire bien, ce serait bon. Mais si c'est laissé comme ça. La décision n'est pas mal. C'est une bonne décision. Ça va permettre quand même aux enfants de bien suivre les cours. Sinon, si on laissait les enfants, on laissait les vendeurs qui s'alignent autour des trottoirs, bien tout autour de l'école, comme cela était. Donc cela pouvait quand même distraire un peu les enfants à suivre les cours. Donc pour moi, elle n'est pas mauvaise. Actualité hors du Bénin, procès Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, alors que devait commencer la première audience consacrée aux témoins de la défense ce lundi. Les avocats de Simone Gbagbo avaient demandé à entendre l'actuel président de l'Assemblée nationale, l'ancien chef de la rébellion Guillaume Soro, ancien premier ministre Jeannot Kouadio Oussou, ex-ministre Charles Kofi Dibi et l'ex-patron de l'armée, le général Philippe Mangou, et le directeur général de la police nationale Brendou Mbia, sur le conseil de ces avocats qui avaient annoncé qu'ils suspendaient leur participation en raison de l'impossibilité de faire témoigner certaines personnalités. Simone Gbagbo, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, a refusé mardi de comparaître à son procès à Abidjan pour crime contre l'humanité. Suivons ici la réaction du procureur général. Le principe de la comparution du témoin, c'est la liberté. Ils comparaissent volontairement, ils sont libres de témoigner ou de ne pas témoigner. Ils ont cité un certain nombre de témoins, ceux-là peuvent venir comme ne pas venir. Et dans tous les cas, comme nous l'ont certifié, il y a d'autres témoins dont ils sont certains de la comparution et ça a été justement renvoyé pour leur permettre de faire venir ces témoins-là, pour nous dire leur part de vérité. C'est le déroulement normal d'une procédure où il peut y avoir beaucoup de renvois pour telle ou telle raison, simplement pour se mettre en conformité avec la loi.
Le ministre de l'Intérieur nigérien a visité le camp de Tazali où la peur est désormais omniprésente depuis le massacre au début du mois où 22 militaires nigériens ont été massacrés. L'attaque du 7 octobre a marqué les esprits des 3900 réfugiés du camp onusien situé dans la région de Tawa à quelques 400 km au nord-ouest de Niamey. Reportage. Rentrer au Mali ou rester au Niger, dans l'un ou l'autre des deux cas, la mort peut être inévitable, juge un réfugié du camp de Tessalit. Dans ce camp, la peur est désormais omniprésente depuis le massacre au début du mois d'octobre de 22 militaires nigériens, mais l'arrivée du ministre de l'Intérieur nigérien au camp rassure un peu les réfugiés. Je jure par Allah que nous avons très peur, mais maintenant que les autorités sont venues jusqu'ici pour nous rassurer, Dieu merci, cela a un peu dissipé notre peur. Ah non, il n'est pas question de rentrer au Mali. Nous ne voulons pas retourner, nous voulons rester ici au Niger où il y a la sécurité. Protéger les réfugiés est primordial selon le ministre de l'Intérieur. À cet effet, des mesures sécuritaires sont prises pour renforcer le dispositif de défense. Je suis venu leur dire que pour autant, nous sommes debout et jamais nous ne faillirons à notre devoir de les protéger. Ceux qui avaient été visés, ce n'étaient pas eux les réfugiés, encore moins les villageois, c'était nos soldats. Nous allons renforcer notre dispositif de défense, notre dispositif sécuritaire, mais nous allons de plus en plus impliquer les populations à la prise en charge de la sécurité par divers moyens sur lesquels nous allons nous entendre dans le cadre du dialogue qui nous permettra d'en définir les modalités. L'attaque du 7 octobre a marqué les 3900 réfugiés du camp onusien dans la région de Tawa, située à 400 km au nord-ouest de Niamey. Cette localité, proche de l'Algérie et du Mali, est l'une des zones les plus instables au Niger, où l'armée est souvent ciblée par les djihadistes. Cette porte d'entrée pour les terroristes nécessite un plan de meilleure sécurisation. Et toujours sur le continent, nouvelle attaque des Shebab à Mandera, dans le nord-est du Kenya ce mardi. Au moins 12 personnes ont été tuées dans une attaque menée par des islamistes somalien. Shebab a annoncé dans un communiqué l'administrateur en charge de la sécurité dans la région. Une violence qui s'inscrit dans une volonté de chasser les infidèles du nord-est du Kenya où vit majoritairement une population musulmane d'ethnie somalienne. La ville de Mandera est donc ainsi frappée pour la deuxième fois en un mois. On va rester en parlant toujours d'actualité interne, mais cette fois-ci hors de l'Afrique. On va maintenant à la découverte d'une femme atteinte de trisomie, devenue institutrice dans la ville de Cordoba, deuxième ville d'Argentine. Voici le reportage. C'est l'heure du conte. Et l'astuce de Noélia pour captiver ses élèves, c'est d'imiter les voix et de mimer les personnages. À 31 ans, Noélia est la seule institutrice d'Argentine atteinte de trisomie et une des seules du monde. Un métier qu'elle rêvait de faire depuis petite. Ce que j'aime dans le fait d'être professeur, c'est la beauté du cœur des enfants, leur amour. Noélia a refusé que son anomalie génétique ne conditionne sa vie et ne la cantonne à des emplois aidés et à des tâches manuelles. Aidée par sa famille, elle a étudié pour obtenir un diplôme d'institutrice de crèche et maternelle. Quand elle a commencé à exercer il y a 4 ans, elle a dû faire face au scepticisme de certaines personnes qui doutaient de ses capacités à encadrer des enfants. C'était un grand défi, ça n'a pas été facile. Il y avait des gens avec des responsabilités qui pensaient que ce n'était pas possible qu'une professeure atteinte de trisomie puisse exercer ce métier. Finalement, ses collègues, les enfants et les parents d'élèves l'ont très bien intégré et lui font confiance. Sa vocation ne fait pas de doute pour eux. On nous a dit qu'il y aurait une maîtresse trisomique et qu'il ne fallait pas avoir peur. Mais pour moi, c'était normal. Et l'idée qu'elle puisse partager des choses avec les enfants m'a beaucoup plu. Quand elle était elle-même en maternelle, une responsable l'avait traitée de monstre. Aujourd'hui, Noélia tient une belle revanche. Elle dit qu'elle est comme le monstre joyeux des contes qu'elle raconte aux enfants. Un amago aérien empêche les Yéménites de voyager. Titulaire d'une bourse d'études en Inde, Abdel Salam Khaled a l'impression d'être pris en otage. Il est bloqué depuis des mois à Samba
comme c'est le cas des milliers de Yéménites en raison de l'embargo aérien décrété par la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Pour les blessés de guerre, difficile de les évacuer à l'étranger. Commentaire. À l'hôpital de Sanaa, de nombreux patients ne pourront être sauvés que s'ils sont évacués à l'étranger. C'est le cas de Marwan, blessé lors d'un raid en octobre qui a fait plus de 140 morts. Mais décoller depuis la capitale yéménite est impossible. L'aéroport international est fermé depuis août dernier. Son cas ne fait qu'empirer. Ses blessures deviennent de plus en plus sérieuses, car nous n'avons pas les médicaments et l'équipement médical adéquat ici au Yémen. Sa situation n'est pas stable. Il ne peut pas se faire opérer ici. Nous appelons le monde entier et le monde musulman à rouvrir l'aéroport de Sanaa, ne serait-ce que pour transporter ce genre de cas à l'étranger. Le Yémen est en guerre depuis 2015 lorsque des rebelles ont pris le contrôle d'une partie du pays, y compris Sanaa. Une coalition menée par l'Arabie Saoudite est intervenue pour soutenir le gouvernement reconnu par la communauté internationale et impose un blocus maritime et aérien. Raison invoquée, l'aéroport sert à des livraisons d'armes au profit des rebelles. Il y a beaucoup de cas humanitaires et cette décision affecte les gens qui sont bloqués hors du Yémen et ceux qui sont au Yémen et qui ont besoin d'une aide humanitaire. Il y a des milliers de personnes, des étudiants, des malades et beaucoup d'autres qui doivent voyager et qui ne le peuvent pas. Seuls les vols humanitaires opérés par l'ONU sont autorisés, au cas par cas, bien insuffisants pour faire face aux besoins de la population. L'un des plus gros problèmes auxquels nous sommes tous confrontés dans ce pays, ce sont les vols yéménites qui n'arrivent pas à Sanaa. Aussi, nous avons appelé les parties à autoriser ces vols à atterrir à Sanaa de nouveau pour que la population puisse bénéficier d'un répit nécessaire. Abdel Salam attend lui aussi avec impatience la réouverture de l'aéroport. Avant le blocus, il espérait partir étudier en Inde. Aujourd'hui, son avenir est entre parenthèses. J'ai reçu une bourse d'études pour un master à l'étranger. Mais puisque l'aéroport est fermé, je suis bloqué et je ne peux pas voyager. Il y a d'autres aéroports au Yémen desquels on peut voyager. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas les rejoindre à cause de l'insécurité. C'est trop risqué de passer par les routes du sud. Donc je ne vais pas pouvoir terminer mes études avant longtemps. Depuis 18 mois, la guerre qui fait rage au Yémen a fait près de 7000 morts, 35 000 blessés et déplacé plus de 3 millions de personnes. Un tour en Irak avant de boucler cette édition. Depuis que l'offensive irakienne a démarré pour reprendre la ville de Mossoul des mains de l'État islamique, les médecins kurdes font face au flux des blessés dans la cour d'un dispensaire en rase campagne. Les médecins se précipitent pour prendre en urgence les combattants grièvement blessés, touchés par des kamikazes qui se font exploser. Reportage. C'est un sujet tabou pour les forces kurdes. Les autorités refusent de parler du nombre de blessés ou de pertes dans leurs rangs. Mais sur le front, les ambulances vont et viennent, direction cet hôpital de campagne. Et le docteur Ahmad Mezouri accueille les premiers peshmerga blessés à quelques kilomètres du front. Il y a des kamikazes qui se font exploser ou des voitures piégées qui explosent devant les combattants. Donc il y a des blessés causés par les attaques suicides. Les blessés sont ensuite transférés vers les hôpitaux de la région, ici avec l'aide de militaires étrangers. Les urgences de l'hôpital d'Erbil-Ouest ont déjà accueilli plus de 100 blessés seulement ces 3 derniers jours. Zahed a été pris pour cible dans les rues de Kirkouk lors de violents combats pour repousser une offensive surprise des djihadistes. On ne les a pas vus, ils nous ont visés avec une roquette. Mon camarade est parti en courant et en essayant de le rejoindre, un sniper m'a tiré dessus. J'ai pris 3 ou 4 balles dans le dos et une dans la jambe. Pour Zahed, il faut d'abord nettoyer sa plaie à la jambe. L'hôpital peut prendre en charge 80% des blessures, mais 5% doivent être traités à l'étranger.
Pour le directeur, la quantité de blessés pourrait dépasser les capacités de l'établissement. Nous nous sommes préparés, mais honnêtement, nous n'avons pas les capacités. Cette fois, nous avons accueilli plus de 100 blessés. Mais que Dieu nous en préserve. Si nous devions accueillir plus de 1000 blessés, l'hôpital ne supporterait pas. Responsables irakiens et étrangers ont déjà prévenu que la bataille de Mossoul pourrait durer plusieurs mois. Et à l'approche des faubourgs de la ville et le début de batailles de rue, les médecins redoutent des blessures plus graves et plus nombreuses. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et bonne suite des programmes Sud Télévision.